Good afternoon, ladies and gentlemen. Good afternoon, participants. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, chers participants. Que vous soyez en ligne ou en présentiel, nous vous souhaitons la bienvenue à cette séance parallèle qui fait partie du 13e dialogue, forme de dialogue sur l'équipe spéciale internationale des enseignants. Le thème de la présente session est d'assurer une approche systémique dans le développement de l'éducation et des politiques enseignantes innovantes parmi des problématiques nouvelles, expériences et enseignements venant d'Afrique. Je m'appelle Salih Oussal, je suis le coordinateur de l'ICBA de l'UNESCO. Mais avant de lancer la séance elle-même, je voudrais vous rappeler quelques règles de base pour notre fonctionnement technique. Tout d'abord, je prie ceux qui n'interviennent pas de bien vouloir éteindre à la fois leur micro et leur vidéo. Si vous allez intervenir, dans ce cas, allumez votre micro. Si vous voulez poser une question et que vous vous trouvez en ligne, vous pouvez poster votre question, votre commentaire sur le chat. En revanche, si vous êtes dans la salle, vous pouvez prendre la parole directement. Sachez que vous bénéficiez d'interprétation entre le français et l'anglais et le français. Vous pouvez sélectionner la langue en laquelle vous désirez suivre les débats en cliquant sur l'icône qui représente une planète. Encore tous nos remerciements. La présente session parallèle est organisée conjointement par le KIX GPE et ses 19 partenaires de consortium, l'UNESCO ICBA, l'UNICEF ESARO et la Commission de l'Union africaine. Nous avons également bénéficié de la collaboration du Centre international de recherche et développement, l'IDRC, qui se trouve au Kenya. Nous avons également à nos côtés Teaching at the Right Level, enseigner au bon niveau, de Zambie, le Conseil d'enseignement du Kenya, du ministère de l'Éducation au Kenya, et le ministère de l'Éducation et des Sports de l'Ouganda. Enfin, le ministère de l'Éducation de base et secondaire en Gambie. Nos principaux partenaires sont, comme je l'ai déjà dit, l'UNESCO ICBA, UNICEF ESARO et la Commission de l'Union africaine. Aujourd'hui, pendant cette session, nous allons discuter de 3 thèmes, voire 4. Tout d'abord, nous allons parler d'encourager et de maintenir l'innovation et l'expérimentation dans tout un système d'éducation par le biais de politiques enseignantes et de coalitions à l'époque de la pandémie au Kenya. C'est un sujet qui sera traité par Mme Nancy Njeri Macharia, qui est secrétaire et responsable de la commission de service des enseignants, qui va être représentée par M. Gabriel Matenge, qui est l'assistant personnel du représentant de la commission du service des enseignants au Kenya. Nous allons commencer dans quelques instants. Est-ce que vous m'entendez? Le deuxième sujet concerne le développement de politiques enseignantes et de programmes de formation initiale des enseignants pour les rendre plus innovants, mieux fondés sur les faits et plus inclusifs à l'époque de la pandémie et au-delà. C'est un sujet qui sera traité en direct par Madame la professeure Betty Ezati, qui est ici dans la salle avec nous et qui préside l'équipe spéciale pour l'établissement de l'Institut national d'Ouganda pour la formation des professeurs et qui est doyen de l'établissement de l'éducation de l'Université Makerere. Troisième thème. Garantir la qualité dans le système éducatif tout en prenant à bras le corps l'innovation à grande échelle en Gambie. C'est un sujet dont nous parlera M. Alpha Ba, qui est avec nous dans la salle, qui est chef de l'EMIS et des TIC, donc des systèmes, la gestion des systèmes d'enseignement et des TIC au ministère de l'Éducation de base et secondaire en Gambie. J'espère que nous avons avec nous M. Alfred Chilala, qui est un ancien d'école primaire et coordinateur de zone en fonction de l'école primaire de Muzoka en Zambie. J'espère qu'il nous rejoindra plus tard. Il nous parlera de comprendre le rôle des organisations de la société civile et des agences de financement pour soutenir l'innovation dans la formation des enseignants et le suivi des enseignants en vue d'accélérer l'enseignement en Zambie. Pour vous donner un peu plus d'informations sur cette session,
Pour vous donner un peu plus d'informations sur cette session, KICS est un hub africain de connaissances, d'échange de connaissances et d'innovation. En fait, il n'y a que 18 pays qui ont rejoint ce hub, mais nous serons peut-être 19 à l'avenir. C'est une entreprise conjointe entre le Partenariat mondial pour l'éducation et le Centre international de recherche et développement, IDRC. L'objet de ce hub est de recueillir, produire, échanger et faciliter l'utilisation efficace des données, des connaissances, de l'innovation pour l'élaboration et la mise en œuvre de politiques enseignantes parmi 18 pays d'Afrique anglophone dans 6 thèmes, autour de 6 thèmes qui sont, je vais les lister, consolider les systèmes d'évaluation des apprentissages. Deuxièmement, améliorer l'enseignement et l'apprentissage. Troisièmement, consolider l'éducation et l'éducation préscolaire. Quatrièmement, parvenir à l'égalité des genres pendant et par l'éducation. Cinquièmement, ne laisser personne en arrière. Et sixièmement, répondre aux problèmes de données dans le domaine de l'éducation. C'est un hub qui a été très utile pour faciliter les plateformes de dialogue et pour créer une véritable langue de communication entre ces 18 États membres d'Afrique. Cela leur a permis de recueillir des connaissances et des compétences pour développer des stratégies tournées vers l'avenir et vers la recherche afin de consolider les systèmes nationaux d'éducation et pour accélérer le progrès éducatif dans le cadre de la pandémie et d'autres défis liés. Nous avons avec nous des experts que je vous ai déjà présentés. Pour commencer et lancer cette session, nous avons avec nous 2 personnes qui vont nous souhaiter la bienvenue. Tout d'abord, Madame Yumiko Yokozeki, qui est directeur de l'IGBA, de l'UNESCO, Institut pour le développement des capacités en Afrique. Après quoi, interviendra également Madame Joy Nafungo, qui est responsable de programme senior du Centre pour la recherche et le développement. Elles vont toutes les 2 être à nos côtés de façon virtuelle. Je me demandais si Madame Yumiko était déjà avec nous en ligne. Yumiko, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous entendons, c'est parfait. Je vous en prie. Nous sommes prêts pour vos mots de bienvenue. Merci beaucoup, Salio. Je m'appelle effectivement Yumiko, je travaille pour l'IGBA, qui est de l'Institut international pour le développement des capacités en Afrique, un institut de catégorie 1 pour le développement des enseignants, en particulier en Afrique. Bonjour à vous tous, chers invités, chers participants, chers organisateurs. L'équipe internationale spéciale pour les enseignants en 2030 et le représentant des ministères de l'Éducation et des conseils, Excellences, chers fonctionnaires, chers responsables de l'UNESCO, c'est un véritable privilège de voir comment sont réunis ici tant de spécialistes, d'enseignants, d'experts de Rwanda et du reste de l'Afrique et du monde. Je vais vous demander la permission d'éteindre ma vidéo, car je viens de constater que ma connexion n'est pas stable et je pense qu'il vaut mieux d'emblée renoncer à la visio. Alors, je voulais vous souhaiter à tous la bienvenue à cette session sur l'innovation dans l'élaboration de politiques enseignantes et de développement de l'enseignement et de l'éducation en Afrique. Hier et aujourd'hui, nous nous posons précisément des questions sur l'idée d'innovation. Nous nous sommes notamment demandé ce que c'est au juste que l'innovation dans le domaine de l'éducation, ce que c'est que l'innovation dans le domaine de l'élaboration des politiques, d'où vient l'innovation, comment se diffuse l'innovation et que pouvons-nous apprendre du processus innovant. Je nourris l'espoir que cette session et les autres nourrissent nos questions et notre compréhension de l'innovation, notamment dans le domaine de l'élaboration et de la mise en œuvre de ces politiques,
par le biais des très riches exemples des élaborateurs de politique et des enseignants et des formateurs d'enseignants en Afrique. Nous allons aujourd'hui écouter la voix et partager les expériences du Kenya, de la Gambie, de l'Ouganda et de la Zambie. Voici donc 4 pays du KICS qui sont avec nous et nous allons réfléchir à la façon dont l'innovation a des conséquences pour nos systèmes d'éducation et comment notre système d'éducation évolue à mesure que les gens dans les systèmes et le secteur innovent. C'est une session qui a été organisée par un système d'échange d'informations et d'expériences, le KICS, et c'est le résultat d'une coopération entre l'IDRC et le KICS. Notre projet étant géré par l'ICBA de l'UNESCO, l'UNICEF ESARO, le bureau régional d'Afrique orientale et la Commission de l'Union africaine. Nous avons fourni une plateforme pour les ministres régionaux de l'éducation et les groupes locaux pour l'éducation, ainsi que des experts et chercheurs du reste du continent qui doivent communiquer, partager leurs expériences et leurs défis de façon à pouvoir avancer ensemble. Le processus a été tout à fait fascinant. Ces partenariats, ces dialogues sont le portail qui nous permettra de faire émerger des solutions africaines à des problèmes et des défis africains en nous basant sur des connaissances africaines. Les études, les promesses et les pratiques d'Afrique démontrent que les systèmes éducatifs peuvent faire preuve de beaucoup de résilience face à des défis sans précédent, tels que, par exemple, la pandémie. Les élaborateurs de politique, les politiques elles-mêmes doivent être innovantes, collaboratives et résilientes. L'expérimentation, la réflexion critique en particulier, la créativité et la recherche pour l'action ne sont pas uniquement destinées aux classes du XXIe siècle. Elles sont également faites pour les acteurs de politique et pour les parties prenantes. Elles doivent fonctionner dans tout le système de l'éducation. Nous avons tous besoin d'expérimenter, de réfléchir, de penser de façon critique et créative et de nous engager dans la recherche pour l'action. C'est notre rôle en tant que leader. Il nous faut à tous écouter les enseignants qui sont les plus importants et les meilleurs innovateurs. Les enseignants et les directeurs d'établissements scolaires innovent toute la journée pendant leur travail. La solidité de nos systèmes éducatifs dépend de leur capacité, de leur détermination à faire précisément cela. Donc, écouter les enseignants, expérimenter, réfléchir, penser de façon critique et créative et nous poser des questions sur nos propres actions. Voilà ce qu'il faut faire. Je remercie encore une fois tous les participants, qu'ils soient à Kigali ou ailleurs en ligne aujourd'hui, et je vous souhaite à tous de fructueux débats et je vous encourage à toujours échanger et poser des questions. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Et je vous la rends. Merci beaucoup, Madame Yumiko. Merci pour ces paroles qui nous inspirent et où nous pourrions tirer beaucoup d'informations pour améliorer nos propres systèmes éducatifs. Je vais maintenant donner la parole à Madame Joy Nafungo du Centre international de recherche et développement. Êtes-vous avec nous? Oui, je suis là. Bonjour, chers collègues. Et je suis enchantée de pouvoir participer à cet événement. Je m'appelle effectivement Joy Nafungo et je travaille pour le Centre international de recherche et développement en tant que responsable de programme senior dans le programme d'éducation. Je remercie tous les organisateurs et je salue tous les participants, experts et enseignants. Merci beaucoup de m'avoir invité à participer à cette discussion. Je me joins à Madame Yokozaki pour vous souhaiter à tous la bienvenue et je remercie du fond du cœur l'équipe spéciale sur les enseignants et le KICS qui ont organisé cette discussion en panel. Je désire bien sûr saluer la présence toute particulière des points focaux KICS et des membres KICS, notamment des délégations nationales des différents pays qui font partie du Hub KICS 19. Je suis tout à fait d'accord. Les enseignants sont effectivement le fondement, la clé de voûte du système éducatif national. Ce sont eux qui détiennent la clé de l'amélioration des apprentissages. C'est leur efficacité qui est le principal outil de prédiction des résultats de l'éducation.
Les réalisations, toutes les informations dont nous disposons nous permettent de penser que ce sont les connaissances des enseignants qui sont déterminantes. Certains d'entre vous savez peut-être déjà que nous avons identifié que la qualité de l'enseignement est un domaine clé d'investissement pour tous les pays partenaires. Au sein du programme KICS, nous avons identifié 3 aspects principaux qui concernent les enseignants. Tout d'abord, la qualité du soutien au développement des enseignants. Deuxièmement, les méthodes d'enseignement et les supports d'enseignement. Et enfin, les systèmes de recrutement, de gestion et de rétention des enseignants. Pour faire en sorte que tous continuent d'investir dans les enseignants, le KICS a identifié plusieurs programmes qui ont la capacité d'œuvrer dans le bon sens. Le Hub Africa 18 constate que développer la capacité des enseignants et travailler toujours par des stratégies fondées sur les faits, le développement les éléments importants sur ce qui fonctionne, les bonnes pratiques, les solutions à partager. Et enfin, nous finançons des programmes qui focalisent sur la montée à l'échelle des différentes idées et solutions. Lorsque celles-ci existent, la meilleure façon de les appliquer à plus grande échelle. Nous allons continuer de travailler avec toute l'expertise disponible, travailler avec les programmes de développement des enseignants, les systèmes de mentorat, etc. Et nous avons déjà constaté des résultats très intéressants. Certaines des conclusions de nos travaux ne sont pas uniquement focalisées sur le développement professionnel des enseignants, mais aussi sur l'apprentissage et l'enseignement dans son ensemble. Donc, par exemple, la nécessité d'attirer et de retenir les meilleurs enseignants. Il faut déployer les enseignants là où il y a le plus de besoins, mais il faut également réduire les absences à l'école des enseignants, mais aussi maximiser le temps à l'école. Et dernier point, permettre aux enseignants de participer au dialogue politique sur l'enseignement. Pour ce qui est du développement capacitaire, nous travaillons avec de nombreux partenaires. Nous saluons la Task Force des enseignants qui partage ses compétences dans le cadre du guide pour l'élaboration des politiques en matière d'enseignement, permettant d'atteindre les objectifs en matière d'enseignement, les ODD et les objectifs GPE 2025. Le KICS s'engage à continuer à travailler avec les acteurs et les partenaires clés pour renforcer la planification, les utilisations des données, des faits probants et continuer de partager les meilleures pratiques entre les enseignants. Nous continuerons de travailler avec l'UNICEF, l'UNESCO, entre autres partenaires. J'aimerais remercier tous les intervenants d'avoir accepté de faire partie de cette conversation et je me réjouis d'avance d'apprendre de vos propos. Je vous rends la parole. Merci. Merci, Madame Nafungo, pour ces propos formidables et souligner l'importance de l'efficacité de l'enseignement et d'avoir délimité les domaines prioritaires. KICS et les autres acteurs et l'IDRC jouent un rôle essentiel dans ces domaines. Merci. Nous allons maintenant céder la parole à nos intervenants. Je vous informe que notre collègue Yvonne modérera cette session. Vous pouvez poser des questions dans le chat si vous le souhaitez. Premier intervenant, Monsieur Gabriel Martinguet, assistant et éducateur à la Commission de l'éducation du Kenya. Il parlera au nom de Madame Nancy Nigeria Makaria, qui est PDG de la Commission au service des enseignants. Monsieur Gabriel
va traiter du sujet « Encourager l'innovation en matière pédagogique à l'ère de la COVID au Kenya ». Si vous êtes avec nous, Monsieur Gabriel, vous avez la parole. Merci. Merci de m'avoir donné l'occasion de m'adresser à vous. J'aimerais remercier les organisateurs. J'aimerais également me réjouir du fait que nous avons tous pu participer en ligne ou en présentiel. J'aimerais remercier les organisateurs de m'avoir invité. J'aimerais m'excuser au nom de Madame Macaria, mais j'ai l'honneur aussi de la remplacer et j'espère que je répondrai aux attentes. Ce sujet est d'une grande actualité. Du fait de la situation de la pandémie aujourd'hui, et du fait qui nous a empêchés de nous déplacer, l'innovation ne pourrait pas être un sujet plus brûlant. Il faut tout faire pour récupérer le temps perdu, environ 9 mois, après la fermeture des écoles. Le Kenya a agi très vite. Le 15 mars, les écoles ont fermé, des écoles primaires, les crèches, jusqu'aux universités. C'est la première fois que nos écoles ont dû fermer en dehors des vacances. Cela a créé une certaine confusion. Il n'y avait pas de stratégie ou d'orientation du gouvernement pour relever le défi de la pandémie. Nous avons pensé que les choses reviendraient à la normale, naturellement, mais il y a eu des cas de Covid au Kenya qui ont rendu impossible la réouverture des écoles. Les pouvoirs publics et la commission de l'enseignement ont dû réfléchir à des approches novatrices permettant d'assurer une continuité pédagogique. Nous avons mis en place des programmes d'enseignement en ligne par le biais de la télévision, entre autres, permettant aux enseignants de continuer d'enseigner sur une multitude de sujets. C'était la première option. Nous avons également utilisé la radio. Dans les écoles primaires, les pouvoirs publics avaient distribué des outils informatiques, des tablettes, et à ce moment-là, les pouvoirs publics ont dû réfléchir à de nouvelles manières d'utiliser les tablettes. Alors, nous rencontrons encore des problèmes de connectivité. Et ainsi, il n'a pas été possible de fournir un service à tous les étudiants. Les pouvoirs publics ont déclaré qu'il était important de mobiliser tous les étudiants et tous les enseignants. Nous avons environ 320 000 enseignants au Kenya. Et nous avons encouragé, les pouvoirs publics ont encouragé les enseignants à continuer d'enseigner à partir de chez eux. Nous avons donc tenté d'élaborer de nouvelles orientations pédagogiques en matière d'enseignement en ligne, mais nous avons rencontré certaines difficultés. Mais malgré cela, les pouvoirs publics
ont su déployer des moyens d'apprentissage alternatifs. Et ainsi, les étudiants ont pu continuer à suivre les cours très proches de chez eux ou chez eux. Dans les églises ou dans d'autres centres prévus à cet effet. Les cas de Covid se sont multipliés par la suite et les ressources permettant de lutter contre la propagation du virus ont été déployées. Cependant, la commission d'enseignement a dû mettre en avant une orientation permettant aux enseignants d'adapter leur programme d'enseignement. Avec le soutien de la Banque mondiale et de GPE, nous avons pu préparer des manuels et des supports éducatifs pour améliorer les méthodes pédagogiques, les contenus scolaires et permettre aux enseignants d'avoir plus d'autonomie vis-à-vis des élèves, vis-à-vis d'autres enseignants. Nous avons donc développé un programme ciblant 5 enseignants par école. Nous voulions former environ 120 000 enseignants sur les nouvelles méthodes informatiques, mais nous avons, grâce au soutien, dépassé cet objectif et nous avons formé près de 160 000 enseignants. Chaque école du pays avait au moins un enseignant qui maîtrisait ces technologies, permettant donc au niveau national d'assurer la continuité pédagogique. Pendant les écoles internationales au Kenya ont pu avoir de meilleurs résultats en matière d'enseignement en ligne, puisqu'elles y étaient préparées déjà avant la crise de la Covid. Parlons maintenant des incidences de la Covid. Elles ont été positives et négatives. Il y a eu un retard pris, c'est vrai, durant la fermeture des écoles. Un retard important. De nombreux élèves ont perdu leurs acquis scolaires. On l'a constaté. Et même de la réouverture partielle des écoles. Eh bien, nous avons vu que de nombreux élèves ne sont pas retournés à l'école. Durant la fermeture des écoles, certains élèves ont travaillé, sont allés pêcher ou ont effectué des tâches agricoles. Mais durant cette période, les enseignants ont pu adopter de nouvelles techniques d'enseignement. Nous avons également constaté une augmentation de l'utilisation de nouveaux programmes d'apprentissage. Vous voyez ici l'augmentation des pourcentages d'utilisation et les pouvoirs publics ont appuyé l'apprentissage en ligne et la création de contenu en ligne. La commission d'enseignement a incité à mettre en place des programmes permettant de développer les capacités des
enseignants et ces programmes ont déjà été mis en branle. Nous recommandons d'élaborer plus avant les politiques en matière d'innovation pour les enseignants, le développement des outils informatiques pour mieux se préparer aux pandémies futures. Nous avons donc créé des contenus informatiques qui peuvent être téléchargés. Nous avons encouragé une certaine créativité pour pouvoir utiliser au mieux ces ressources. Est-ce que vous pourriez terminer en 2 minutes, s'il vous plaît? Merci. Alors, nous avons appris de cette crise. Nous espérons que les pouvoirs publics vont pouvoir faire évoluer les politiques en matière d'éducation et mettre l'innovation au centre. Nous appelons à tous les Kenyans et tous les Africains à se concentrer sur la continuité scolaire et l'équité pour que toutes les populations africaines puissent avoir accès à l'éducation. Mesdames, Messieurs, j'en ai terminé. J'aimerais vous remercier pour l'occasion que vous m'avez donnée de m'adresser à vous. Merci. Merci, Monsieur Gabriel, pour votre présentation fort instructive. Merci d'avoir parlé du contexte au Kenya, des mesures prises au Kenya à l'heure de la COVID, des mesures qui ont assuré le suivi pédagogique. Vous avez dit que ce défi était un défi qui pesait sur le système éducatif public avec ces quelques 130 milliers d'enseignants et le secteur privé. Vous avez parlé des aspects financiers et économiques, mais aussi de l'approche novatrice, des nouvelles techniques d'enseignement qui ont été mises en avant pour faire face aux incidences positives et négatives de la crise de la COVID. Merci. Merci encore. Et veuillez transmettre nos salutations à Madame Macaria. J'aimerais maintenant céder la parole à la prochaine intervenante qui est à côté de moi, Madame Betty Ezati. Je vous en parlais, présidente de la Task Force de la création de l'Institut national en Ouganda pour l'éducation des enseignants. Madame Ezati va traiter le sujet suivant, rendre la décision politique, les orientations et le développement de la formation des enseignants plus novatrices, fondée sur les faits et plus inclusif en Ouganda. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être ici pour vous faire un point sur les activités que nous avons mises en œuvre pour réformer l'éducation, la formation des enseignants. J'aimerais commencer en parlant du contexte de l'éducation en Ouganda. Alors, il y a de nombreux enjeux pour la formation des enseignants, comme dans de nombreux pays, notamment un problème de normalisation. Il y a différentes institutions de formation des enseignants. Et puis, il y a la question de la qualité. Comment s'assurer que la qualité soit homogène, puisque les enseignants seront amenés à enseigner plus tard. Et puis, il y a les questions de code de conduite, certificats, qui sont des domaines problématiques, disons, dans le domaine de la formation des enseignants en Ouganda. Donc, à la lumière de ces problématiques que nous avons identifiées en 2014, les pouvoirs publics d'Ouganda ont élaboré une politique nationale de formation des enseignants en 2018 qui prévoit de nombreux
dispositif pour assurer une réforme. Tous les enseignants doivent avoir un bachelor au minimum. Alors, ce dispositif entrera en vigueur cette année. Un centre de formation des enseignants doit être également prévu. C'est le deuxième point. 3, recommandation de cette politique, un conseil des enseignants national qui peut gérer les problèmes au jour le jour que rencontrent les enseignants. J'aimerais vous parler un peu plus avant de ces orientations nationales pour la formation des enseignants et notamment l'élaboration des programmes. Comme vous pouvez le constater, le but de l'unité est d'améliorer la qualité de l'enseignement, mais aussi la qualité des enseignants eux-mêmes, en nous servant des enseignants les plus innovants, les plus efficaces, en nous basant sur un rapport qui a souligné beaucoup de problématiques importantes sur l'éducation en Afrique, notamment en lien avec les objectifs du développement durable. Nous avons développé un programme fondé sur le consensus et travaillé sur les pratiques. Nous avons aujourd'hui un système où l'on vérifie, on réalise des évaluations à la fin de chaque semestre. Nous avons constaté que beaucoup de problèmes émergeaient et nous pensons que la meilleure façon de résoudre ces problèmes consiste à mettre en place des stages très réguliers, plus seulement une fois tous les 6 mois, mais une année entière de stage avec un mentorat nous paraît être une bonne solution. Ensuite, il y a la question du développement professionnel continu qui est clé aujourd'hui et qui nécessite l'implication de l'unité avec le Conseil national des enseignants de façon à ce que ces deux organismes travaillent la main dans la main pour faire en sorte que tous les professeurs bénéficient d'une formation professionnelle continue, ce qui est nécessaire pour qu'ils soient accrédités. Les accréditations des enseignants se font tous les 2 ans, c'est-à-dire que contrairement à aujourd'hui où on obtient son accréditation une fois pour toutes et on n'est plus jamais examiné. Ensuite, par la suite, nous aurons des accréditations régulières et il faudra avoir des points que l'on aura reçus dans le cadre de la formation continue pour pouvoir conserver son accréditation. Les TTI, les institutions de formation des enseignants et le ministère de l'Éducation vont dans tous les aspects liés à l'éducation, la formation des enseignants et l'accréditation du pays collaborer. Nous allons agir ainsi pour améliorer la formation des enseignants en Ouganda. Et je vais maintenant vous donner une idée de ce que nous avons fait spécifiquement à l'unité pour réaliser ces objectifs. Nous avons commencé par, nous avons en Ouganda un profil enseignant. Nous nous sommes posé la question de quel doit être ce profil pour nous éloigner de ce qui est décrit dans le rapport de 2014 et nous améliorer. Avant de rédiger les programmes, nous avons brainstormé sur le type d'enseignant que nous souhaitions. Et lorsque nous avons rédigé le programme, nous avons travaillé avec Unibus, avec les formateurs d'enseignants du collège de formation des professeurs qui ont beaucoup contribué. Nous avons besoin d'enseignants qui ont des connaissances et des valeurs pertinentes pour le 21e siècle, qu'ils soient des experts dans leur contenu, parce que sans contenu, on ne peut rien donner, mais qu'ils soient aussi un leader sur le plan pédagogique, qui maîtrise les nouvelles technologies, qui soit capable de résoudre les problèmes et qui soit aussi quelqu'un qui est un praticien. Il faut qu'un enseignant puisse, que les apprenants puissent se servir d'emblée de ce qu'ils ont appris. Les chercheurs sont très importants dans notre système de formation, mais nous constatons aujourd'hui que la priorité, c'est qu'un enseignant soit capable de faire des recherches sur ses propres pratiques de façon à s'améliorer de façon continue.
Voici certaines des problématiques que nous avons prises en compte dans la rédaction de notre programme. Faire en sorte que le programme soit aligné avec la philosophie de formation des enseignants et aligné avec les déclarations de politique enseignante au niveau national. Nous avons décidé d'intégrer toutes les formations, c'est-à-dire que chaque personne qui passe par l'institution aura des cours de méthodologie qui devraient pouvoir leur servir par la suite, une fois qu'ils seront déployés. Il y a des problématiques transversales qui doivent être intégrées dans le programme, notamment les questions de genre, les TIC, qui sont un cours obligatoire, mais qui est également une partie intégrante d'autres modules, qui est utilisé notamment pour la pédagogie et les questions d'environnement et les besoins. Et donc, les questions d'environnement font également partie de ces questions transversales et les besoins spécifiques. Nous avons comme quatrième priorité la nécessité de promouvoir des valeurs culturelles afrocentriques. Quelle est la nature, comment pouvons-nous définir le caractère de notre programme Unité? Alors d'abord, notre philosophie. Nous estimons que nos apprenants doivent apprendre, croire ce qu'ils ont appris et ensuite pouvoir enseigner ou pratiquer ce qu'ils ont appris. Cela est le cœur du programme. La conception du programme est telle qu'on consacre du temps en classe avec des tuteurs et à la pratique. Les trois sont censés se consolider de façon à développer une véritable vocation de l'enseignement. Deuxièmement, l'enseignement doit être basé sur les compétences, c'est-à-dire que l'enseignement ne doit plus être magistral. Il faut que l'apprenant participe activement à son propre enseignement. Nous avons donc développé un programme spécifiquement basé sur les compétences. Un de nos formateurs a participé à une formation du KICS, ce qui nous a beaucoup aidé pour orienter notre programme. Nous avons aligné les programmes tant de l'enseignement primaire que de l'enseignement secondaire sur ces principes. Et nous avons travaillé sur un programme mixte, c'est-à-dire que nous ne pouvons plus nous contenter d'un programme purement en présentiel. Nous savons qu'il y aura des composantes en direct et d'autres qui seront en ligne. Certains apprenants vont participer dans le programme en tant qu'enseignants qui sont déjà dans les écoles. Et donc, nous devons, pour maintenir la continuité de l'enseignement, faire en sorte que les différentes catégories d'enseignants, ceux qui sont déjà en fonction et ceux qui ne le sont pas encore, puissent travailler ensemble. Notre programme doit être réexaminé et remis en question très régulièrement. Nous savons que certains de nos programmes par le passé sont restés rigides trop longtemps sans être réexaminés. Nous voulons avoir des réexamens réguliers. Et enfin, la question de l'évaluation en Ouganda en général, l'évaluation finale est plus importante que l'évaluation continue. Nous avons décidé d'inverser les choses, de faire en sorte que pour ce programme de formation, l'évaluation continue vaudra 60%, parce qu'on y passe beaucoup plus de temps que les 3 heures de l'évaluation finale. Nous devons faire en sorte que le produit soit des enseignants qui maîtrisent véritablement ce que nous leur avons enseigné. Quelles sont certaines des réalisations et des conséquences de ce programme qui n'est pas encore entièrement terminé, mais nous avons déjà fini et soumis le programme sur les sciences. Il est en attente d'agrément. Pour pouvoir mettre en œuvre ce programme, le Conseil national de l'enseignement supérieur de l'Ouganda doit en effet l'agréer. Donc, c'est un programme en cours d'agrément aujourd'hui. Nous avons également rédigé des politiques associées à la mise en œuvre de ce programme. Certaines sont encore en cours de développement, mais certaines sont déjà déployées. Et nous avons travaillé avec les universités à la rédaction de ce programme. Donc, nous avons constaté que depuis, les universités, avant même que nous ne les y ayons engagées, ont commencé à réexaminer leur propre programme de façon à les aligner avec les politiques de formation des enseignants au niveau national. Le comité a des attentes très
précise, mais les enseignants aussi, nous l'avons constaté. D'après notre politique, en 10 ans, un enseignant doit pouvoir avoir atteint un niveau substantiellement plus élevé et nous faisons en sorte de fournir de la sensibilisation et de la formation de façon continue à tous les enseignants, de façon à ce qu'ils ne soient pas inquiets par rapport à ces attentes. Enfin, nous avons déjà tiré des enseignements de ce travail. Comme je l'ai déjà dit, c'est un travail qui est en cours. Nous n'avons pas terminé sur les humanités ni sur la formation professionnelle, mais nous avons pourtant déjà appris des choses. Par exemple, la nécessité d'une formation continue, la sensibilisation des formateurs actuels dans les instituts de formation des maîtres qui délivrent des certificats et des diplômes. C'est en effet dans ces institutions que ces programmes doivent faire la preuve de leur efficacité. Donc, la formation continue et la sensibilisation continue sont très importantes pour l'appropriation, mais aussi pour qu'ils puissent commencer à adapter leurs pratiques pédagogiques. Par ailleurs, les auteurs doivent être formés. Eux aussi, on ne peut pas simplement présumer que ceux qui rédigent savent déjà tout ce qu'ils ont à savoir et ce sont eux qui vont devoir, qui ont beaucoup à faire pour rendre notre programme efficace. L'implication des parties prenantes est essentielle. Nous avons créé des groupes de travail sur la formation des enseignants pour examiner ce programme. Nous les avons réunis à plusieurs reprises et ils nous ont fourni des contributions très intéressantes pour l'élaboration du programme, ce qui nous convainc qu'ils sont disposés à s'approprier ce programme. La politique nationale des enseignants nous a en définitive aidé à mettre en place un programme de développement professionnel, ce qui nous permet de conclure que l'effort doit être concerté. On doit pouvoir trouver des réponses dans la politique pour répondre aux attentes et aux questions des enseignants eux-mêmes. Donc, autrement dit, la politique rédigée est extrêmement importante pour une réforme efficace du système éducatif. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame le professeur Betty Ezati. Je vais reprendre là où vous nous avez laissé. La pertinence d'une politique enseignante est la clé pour améliorer la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage. C'est une conclusion essentielle. Merci d'avoir partagé avec nous le contexte et les défis que vous avez rencontrés dans votre effort pour améliorer la qualité des enseignants, pour avoir des enseignants compétents, professionnels, innovants et motivés. Vous nous avez bien expliqué quels sont les outils qui vous ont servi, comment fonctionne votre programme Unité, quels sont les résultats que vous avez atteints et les conséquences et impacts. Je vous en remercie infiniment. J'espère que les participants vous poseront de nombreuses questions. Nous allons à présent passer à notre troisième intervenant, qui lui aussi est présent dans la salle. J'ai nommé M. Alpha Ba. Alpha Ba est le chef de l'EMIS, Système d'information de gestion de l'éducation et ministère de l'éducation primaire et secondaire en Gambie. Il va nous parler de la meilleure façon de garantir l'approche systémique dans le développement de l'éducation et des politiques enseignantes innovantes en Gambie. Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Monsieur Salou. Et bonjour à tous, même si vous n'êtes pas physiquement avec nous. Je vais vous parler de la situation en Gambie, de la façon dont nous innovons dans notre secteur de l'éducation, en focalisant ma présentation autour du baromètre qui enseigne nos politiques et la façon dont nous transmettons nos orientations depuis le niveau des ministères jusqu'aux salles de classe. En fait, vous savez peut-être que les politiques d'éducation et le développement des politiques dépend en grande partie de la qualité des données et du temps dont on dispose. Et en Gambie, comme dans n'importe quel autre pays,
Les ODD, depuis 2000, guident notre système, notre réforme. Nous étions basés sur des indicateurs d'accès avec des taux d'achèvement des études et nous avions besoin de données complémentaires, notamment sur les enseignants. Donc, nous nous rendions compte que nous avions besoin de renseigner notre système pour avoir les informations nécessaires. Ces 20 dernières années, tous les ans, nous publions des données et des graphiques pour illustrer le système éducatif. C'est ce que font tous les pays et c'est ce que nous faisons nous aussi depuis les années 90. À partir du moment où nous avons commencé à travailler sur les ODD, nous avons eu besoin de plus de données. Nous ne pouvons pas avoir de meilleures données si nous ne collectons que les mêmes données que nous utilisons depuis 20 ans, sans améliorer ni la granularité ni les thèmes traités. Il nous a donc fallu réfléchir au fil du temps, y compris en examinant les informations de l'IUS. Nous savions que nous avions besoin d'améliorer la qualité de nos données. Dans notre pays, en général, c'est le directeur de la planification qui recueille les données qui proviennent des écoles et qui réalise une sorte d'annuaire des statistiques. Mais que se passe-t-il au niveau micro? Comment les données peuvent-elles percoler jusqu'au niveau micro sans innovation? Voilà les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Nos indicateurs par exemple, ne concerne pas les langues nationales. Nous avons besoin d'enseignements spécialisés dans notre pays, mais on ne peut pas savoir quels sont les enseignants, mettons en Wolof, que nous pouvons envoyer dans tel ou tel endroit, parce que nous n'avons pas les données nécessaires. Nous ne savons pas quel enfant a besoin de quoi. Nous n'avons pas suffisamment d'informations et depuis 2016, nous reconnaissons l'absence des données essentielles et ce problème ne fait que s'exacerber depuis. En Gambie, nous avons réussi à avancer sur ce plan, mais constater en même temps que nous avions des problèmes d'utilisation des données et de capacité à lire les données. Les données n'étaient disponibles qu'au niveau central, la planification se faisait de façon centrale et n'était pas forcément, et les données n'étaient pas utilisées au niveau des écoles. Aucune de nos politiques ne venait véritablement du terrain. La disponibilité des données dans un annuaire statistique n'est d'aucune utilité au niveau des enseignants eux-mêmes. Nous avions donc besoin de mettre les données à la disposition des enseignants et nous avons effectivement travaillé à cela. La planification de l'amélioration des établissements scolaires est basée sur les mêmes données dont nous disposions au niveau central. Les données sont recueillies tous les ans, intégrés dans des indicateurs, mais il faut que ce soit décentralisé. Il faut que cela se fasse au niveau des écoles, de façon à ce que l'on puisse, au niveau des établissements scolaires, améliorer la planification. Nous avons fait en sorte que chaque école ait un plan d'amélioration scolaire basé sur ses propres indicateurs, avec ses propres cibles, avec ses propres données, et que ces données leur servent. Nous avons donc amélioré la connaissance et l'utilisation des données. Nous avons intégré cet outil dans notre système de gestion des écoles. Et nous avons expliqué qu'avant de mettre au point un tel plan, il faut recueillir les données et avant de les envoyer au niveau supérieur, au niveau central, il faut s'en être servi pour renseigner le plan d'amélioration des écoles avec des indicateurs de base minimum qui nécessitent de consulter le directeur et l'équipe enseignante ainsi que l'association des parents d'élèves, les représentants du comité. Ce comité va mettre au point les cibles, par exemple. Mettons, à la fin de l'année, chaque enfant
doit avoir tant de tel résultat, et pour avoir tel résultat, il faut tant de ressources. Et c'est auprès du directeur général que l'on présente cette planification, et c'est de cela que dépendra la dotation. La dotation d'amélioration de l'établissement permet d'obtenir les ressources financières. Ces ressources financières viennent du gouvernement scolaire et fondée entièrement sur le plan d'amélioration de l'école. C'est-à-dire que l'école va mettre au point son plan d'amélioration avec ses indicateurs, ses cibles et son budget. C'est au niveau supérieur ensuite que l'on se rend avec le plan en disant voilà combien d'argent il me faut pour le réaliser. La dotation à l'amélioration scolaire va ensuite être affectée de façon à ce que le plan puisse être réalisé. Nous avons besoin d'autonomie pour nos enseignants. Hier, nous en avons longuement discuté, n'est-ce pas? Chaque école est unique, chaque enseignant est unique, chaque apprenant est unique, et donc il faut que chacun puisse décider et s'impliquer à chaque étape. Il faut mettre au point un système d'innovation qui soit du terrain. On ne peut pas concevoir une amélioration de l'extérieur, pas plus qu'on ne peut concevoir une innovation de l'extérieur. Il faut que tout vienne de l'intérieur pour être efficace dans les écoles. Et en résultat, les manques de données ont commencé nos lacunes en données ont commencé à se combler. Et sur le transparent suivant, comme vous le verrez, nous avons produit un rapport que nous appelons le score de l'école. Alors voilà ce rapport de synthèse qui nous donne les programmes développés par les écoles et les résultats. Alors, c'est important d'y revenir pour parler de l'innovation au niveau des écoles. Alors, il y a des données financières, des projections, des données sur les résultats scolaires, etc. Vous voyez, chaque module sont assemblés. Et ces modules sont liés. Et si certains objectifs ne sont pas atteints, les financements ne sont pas déboursés. Si les objectifs ne sont pas atteints à temps, les financements ne viendront pas non plus. Donc, vous voyez, il y a tout un système, un écosystème et des conditions à remplir. Et vous voyez les photos ici. Vous voyez des graphiques qui vous donnent des données précises. On peut l'expliquer très précisément aux communautés, expliquer les résultats scolaires, les résultats de l'école. Donc tout cela, tous ces outils sont très utiles pour encourager la participation notamment et s'assurer qu'il y a un travail qui est réellement accompli. Alors, en plus de cela, nous avons également aidé à améliorer des outils de classe. Les enseignants peuvent apprendre les uns de l'autre. On utilise les technologies pour déployer les enseignants, pour affecter les enseignants dans certaines régions. Ils utilisent des téléphones portables notamment. C'est très utile. Alors, les leçons et recommandations. Nous savons que les orientations et la donnée, c'est un peu comme la poule et l'œuf. L'un procède de l'autre. Depuis les années 80, on collecte des données au niveau des enseignants, mais maintenant, nous leur donnons plus d'autonomie. Et tous les programmes doivent être fondés sur les données prélevées au niveau des écoles.
Il n'y a plus besoin de créer de nouveaux questionnaires nationaux centralisés. On ne fait que prendre les données au niveau des écoles individuelles. Pour ce qui est de l'utilisation des données, si les enseignants n'utilisent pas les données en classe pour améliorer les résultats, eh bien, cela ne fonctionnera pas. Alors, il y a des champions de l'utilisation des données dans les écoles et il faut encourager l'utilisation des données et on le voit dans ces rapports de synthèse. C'est important de voir les résultats. Et dernier point, la conclusion, pour s'assurer d'avoir de meilleures orientations, il faut assurer la résilience du système, assurer que les enseignants participent à la donnée, à la création de la donnée. Et puis, il faut créer un système de données intégré, granulaire, au niveau individuel. Le ministère de l'Éducation ne peut pas faire cavalier seul, il doit travailler avec d'autres acteurs, d'autres ministères pour recueillir les données nécessaires, le ministère de la Finance, de la Santé. Merci de votre attention. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Ba, d'avoir parlé de votre expérience de la Gambie, le système éducatif. Merci de nous avoir donné des informations sur les réformes de l'éducation en Gambie par la donnée et de l'utilisation trop basse des données et le manque de compétences en matière de maîtrise des données. Vous avez également parlé de développement matériel pour répondre aux besoins des écoles. Ce plan de développement est inclusif et participatif, des points importants. Vous avez insisté sur l'importance de ce rapport de synthèse et du dialogue en matière de décision sur les orientations. Et vous avez émis des recommandations sur l'importance essentielle de la collecte de la donnée et de l'utilisation efficace de ces données. Donc, merci beaucoup. Alors, avons-nous avec nous le dernier intervenant? Oui, très bien. Monsieur Alfred Chilala, enseignant en école primaire et coordinateur de formation continue en Zambie, dans l'école primaire de Muzoka. Monsieur Alfred va nous parler du rôle des organisations de la société civile et des agences de financement dans le soutien de l'innovation, de la formation des enseignants et des mentorats afin d'accélérer les résultats scolaires, l'apprentissage en Zambie. Êtes-vous avec nous? Bonjour, Monsieur Chilala. Vous avez la parole. Merci. Alors, première page. Nous allons parler du contexte des défis auxquels nous faisons face et je serai rapide pour économiser du temps. Alors, il y a des taux très bas d'alphabétisation, ce qui a impliqué les problèmes suivants. Difficile de préserver une bonne instruction en matière d'alphabétisation et de capacité en mathématiques, programmes qui sont centrés sur l'alphabétisation et les capacités mathématiques, manque de formation continue, manque de support pédagogique et un manque d'efforts en matière de développement des compétences en mathématiques et alphabétisation dans les écoles primaires. Ces défis, nous les rencontrons encore aujourd'hui
notamment au niveau des écoles primaires, et cela a été apparent dans une évaluation qui a eu lieu en 1999. Alors, les étudiants en primaire ont été testés et ils avaient des capacités moindres par rapport à leur niveau. Notre évaluation nationale de niveau 5 de 2006, 2008, 2010 et l'évaluation EGRA ont été faites et ont trouvé qu'il y avait des résultats d'apprentissage en dessous de 40% en général, avec 35,3% en anglais, 39,4% en langue zambienne. Nous avons également effectué une évaluation de qualité du suivi de l'éducation qui a mis au jour le fait qu'il existait encore des problèmes en matière de lecture, de capacité de lecture et de compétences mathématiques. Parlons maintenant de l'innovation et des orientations pour l'éducation. Alors, ça a été un cri d'alarme pour le ministère de l'Éducation. Il a fallu mettre en œuvre des mesures pour améliorer les cadres éducatifs. Nous avons révisé le programme scolaire en 2013. Un nouveau programme a été mis en œuvre pour répondre aux problèmes que nous rencontrions. Alors, les résultats ne sont pas encore positifs en tout point. Il y a encore des mesures à prendre. Donc, les pouvoirs publics sont engagés à prendre d'autres mesures, ce qui a été fait avec différents partenaires, différents acteurs. Cela a permis de faire évoluer les choses pour ce qui est de l'enseignement et pour augmenter l'alphabétisation et les compétences mathématiques et réviser les programmes scolaires en la matière. Alors maintenant, les politiques qui ont été mises en œuvre. Il y a 4 domaines prioritaires qui ont été identifiés. Dans le processus mis en œuvre par les pouvoirs publics. Planification, enseignement, évaluation et les cours de rattrapage. Ces domaines répondent exactement aux problématiques rencontrées par qu'ont les enseignants dans leur quotidien. L'innovation souligne cet axe de l'innovation vise à mettre en avant les nouveaux outils d'apprentissage. Les résultats d'apprentissage ont été maximisés en utilisant de nouvelles interactions, des jeux pédagogiques. Donc voilà les résultats que l'on a eus avec cet axe de l'innovation. Depuis l'introduction de cet axe d'innovation, les résultats sont encourageants. Année après année, donc nous voyons ici que ce programme fonctionne. Vous voyez ici, en novembre 2016, date d'introduction de la mesure,
Un certain nombre d'écoles ont mis en œuvre ce plan à titre expérimental et ont vu des résultats positifs. Et vous voyez, nous avions une référence de base de 40% et à la fin de l'expérimentation, les résultats ont augmenté très certainement, très nettement de 7%. Nous avons constaté qu'il y a eu une amélioration à hauteur de 50%. Donc, avec la différence entre les deux, on peut voir les résultats positifs que nous avons obtenus. De 35 à 51, ici, plus de 400 écoles ont participé. 27% à 51%. Donc, à la lumière des résultats que nous avons obtenus, le ministère de l'Éducation a travaillé avec d'autres partenaires. Bien sûr, nous avons dû compter sur les organisations de société civile qui ont appuyé l'innovation de formation des enseignants. Il y a des programmes de mentorat, d'encadrement. Le rôle de la société civile a été très important dans cette affaire, en coordination avec le ministère de l'Éducation. Ils ont fourni des services, impression de support pédagogique, coordination, avec différents programmes, Education for Progress notamment. Ils ont pu réviser les différentes méthodologies dans les écoles et fournir des recommandations. Maintenant, collecte et évaluation des données, analyse des données, gestion des données. Tout cela a été effectué par les organisations de la société civile. Ils ont permis d'éclairer les décisions des écoles à différents niveaux. 4. Les organisations ont également encadré les gestionnaires des écoles et les enseignants. Vous avez encore 1 minute. Très bien. Elles ont assuré l'aspect logistique pour toute la formation des enseignants. Et ont été particulièrement utiles dans les zones particulièrement lointaines. Alors, de mon expérience, je peux vous donner les recommandations suivantes. L'environnement est dynamique, l'environnement éducatif est dynamique. Donc, il faut travailler avec différents acteurs pour répondre aux besoins du quotidien. Il faut s'assurer que les élèves puissent lire, savent lire dès l'école primaire et même avant. Et il faut réformer les méthodes d'apprentissage et d'enseignement pour adopter des nouvelles démarches.
Donc, mes recommandations sont les suivantes. Les pouvoirs publics devraient mettre en avant des recommandations claires en matière de révision des programmes scolaires, et intégrer l'innovation dans toutes les recommandations en matière pédagogique. L'innovation fonctionne, de mon point de vue. Le ministère de l'Éducation en Zambie s'est engagé à ce que l'innovation, l'axe de l'innovation, soit intégré à tous les plans d'action du CPD pour assurer un rattrapage pédagogique. Car jusqu'ici, cela n'était pas structuré. Donc, en conclusion, je peux dire que si toutes les informations sont ici, c'est sur cette dernière planche, vous avez les coordonnées du ministère de l'Éducation. Vous pouvez également les contacter par le courriel ici, affiché. Merci de votre attention. Merci. Merci. Nous n'omettrons pas de prendre note des contacts que vous nous avez donnés et de vous contacter par cet intermédiaire. Merci beaucoup, Monsieur Alfred. Merci pour cette mise à jour que vous venez de nous donner. Merci de la contextualisation de ces informations. Merci de nous avoir fait part des défis auxquels vous êtes confrontés et des méthodes que vous avez appliquées pour le résoudre. Vous avez partagé avec nous les différentes stratégies appliquées, le rôle de la société civile notamment, et des organismes de financement pour soutenir les innovations et pour atteindre ces impressionnants résultats. Merci d'avoir partagé avec nous les conclusions et recommandations. Merci encore beaucoup et merci d'avoir respecté votre temps de parole. Je vais à présent donner la parole à notre collègue Yvonne et vérifier s'il y a des questions en ligne. Avant de donner la parole à Yvonne, toutefois, je vais demander si les participants dans la salle ont des réactions et des questions. Merci, Monsieur le Président. Je m'appelle Sibeth et je viens du ministère de l'Éducation au Cambodge. Et j'ai écouté avec attention tous ces débats. Nous venons d'un continent différent, mais tous vos apprentissages sont intéressants à prendre en compte pour la formation des enseignants au Cambodge également. Ce qui m'intéresse, c'est notamment la présentation de l'Ouganda concernant la politique nationale des enseignants. Il me semble que vous avez très bien parlé, mais j'aimerais en savoir plus sur la relation entre les enseignants et les directeurs d'établissements scolaires. Pour qu'une politique puisse être mise en œuvre et consolide, il faut consolider le lien entre les enseignants et les directeurs d'école. Et il est important de savoir comment ils peuvent travailler ensemble, comment les directeurs peuvent soutenir l'équipe enseignante. Les interprètes ne peuvent pas travailler dans des conditions pareilles. Les interprètes ne peuvent pas travailler lorsque des sons extérieurs se mêlent au son de la salle. Il y a des micros allumés. Veuillez éteindre les micros qui sont allumés. Je vous remercie. Le micro de Monsieur Chilala semble être toujours allumé. Merci, Monsieur le modérateur, et merci aux panélistes. Je m'appelle Emmanuel Siomana et je travaille pour une ONG, la Fondation pour l'éducation qui se trouve ici au Rwanda. Et j'aimerais
adresser ma question directement à l'intervenant qui a présenté un programme pour la formation des enseignants en Ouganda. Comme vous l'avez bien dit, l'un des problèmes de la formation des enseignants, c'est l'expérience, n'est-ce pas? Donc les stages, la pratique. Et ce problème ne se pose pas qu'en Ouganda, mais dans beaucoup de parties du monde. La difficulté est que la composante pratique est censée aider les enseignants en formation initiale à s'habituer aux réalités de la classe, de façon à être en mesure de communiquer les connaissances qu'ils ont accumulées et que la classe informe leur pratique. Mais j'aimerais vous demander quel est le soutien dont les enseignants en formation bénéficient lorsqu'ils sont en stage, parce que dans certains contextes, nous avons constaté que l'expérience du stage n'aide pas ces enseignants en formation, ne leur donne pas les outils pratiques dont ils ont besoin pour gérer leur classe. Vous avez parlé de formation continue et d'un stage pratique qui durerait 1 an. Pouvez-vous nous parler du soutien qui serait donné aux enseignants pendant un tel stage? Et parlez-nous de la pertinence de ce stage. Parlez-nous de l'expérience de l'Ouganda. Est-ce que vous avez constaté que les stages pratiques en Ouganda aident vraiment les enseignants à développer leur rapport avec leur classe? Merci beaucoup. Je crois que nous avons recueilli toutes les questions de la salle et nous allons maintenant donner la parole au professeur Betty Ezati pour ses réponses avant de donner la parole aux participants en ligne qui ont peut-être également des questions et des commentaires. Merci. Je vais commencer par la deuxième question, la question du stage. C'est une difficulté, effectivement, comme vous venez de le dire. Et nous avons consacré jusqu'ici 8 semaines au stage en établissement, avec mentorat et parfois supervision. Mais les 8 semaines ne sont pas suffisantes. Et nous avons donc décidé de réaliser des stages en continu et des stages de 1 an. Comme vous l'avez dit, il arrive que lorsque l'on envoie un étudiant dans une école et qu'une personne vienne l'aider de façon ponctuelle, ça n'est pas vraiment adéquat. En fait, nous avons décidé qu'il est préférable d'avoir quelqu'un au sein de l'établissement qui va servir de mentor à l'enseignant en formation. S'il y a quelqu'un sur place qui les aide et qui leur fournit un certain soutien, même lorsque quelqu'un vient de l'extérieur, c'est en sus parce qu'il y a déjà quelqu'un qui assure un certain soutien à l'intérieur de l'établissement. Pour ce qui est des stages en continu, ce n'est pas la même chose que les stages de 1 an. Les stages de 1 an sont basés sur une relation de 1 à 1 entre un enseignant en formation et un mentor qui sera au sein de l'établissement. Nous ne sommes pas encore en mesure de vous parler des résultats de cette expérience, mais nous vous en parlerons dès que nous saurons si cela a bien marché. Pour la première question, oui, le problème existe et il y a beaucoup de dimensions à ce problème. Les enseignants dans notre contexte sont, nous l'avons constaté, dans un système de hiérarchie. Le directeur possède un pouvoir certain. Et avec nos politiques enseignantes, la question du parcours de carrière se pose de façon tout à fait claire. Une fois que le Conseil national des enseignants sera en place, les choses seront encore plus simples. Mais ce qui est important, c'est que les programmes doivent eux-mêmes suivre le parcours de carrière, de façon à ce que on ait un directeur et un enseignant, mais que l'on puisse choisir son parcours de carrière, un parcours qui reste dans l'enseignement, un parcours qui mène vers le directorat, un parcours qui mène éventuellement vers l'inspection, et que le financement soit toujours le même, quel que soit le parcours. Il est important qu'un enseignant puisse gagner autant qu'un directeur. C'est beaucoup plus motivant que lorsque le directeur gagne beaucoup plus que l'enseignant qui reste enseignant.
Et un enseignant qui reste enseignant ne peut donc jamais espérer gagner autant qu'un directeur. C'est une chose sur laquelle il faut agir. Merci beaucoup, madame. Nous sommes presque à la fin de notre temps imparti, mais je vais donner la parole à madame Yvonne Mboya, Kix Africa, et nous allons prendre quelques questions en ligne avant la fin de la session. Yvonne, vous êtes avec nous? Oui, oui, je suis là. Je vous en prie, Yvonne. Merci beaucoup. Merci aux présentateurs et merci aux participants. Nous avons une question qui vient de Michel. L'intervention sur les écoles d'Ouganda, ces informations étaient très intéressantes. Est-ce que les enseignants ont une contribution à faire au programme? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Oui, madame. C'est encore pour vous. Merci pour cette question. Est-ce que les apprenants ont une contribution à faire à l'élaboration des programmes? Ma foi, oui, parce qu'ils peuvent être parce que ce sont des anciens élèves. Puisque nous travaillons à la formation des enseignants, les apprenants en formation qui ont terminé leur formation peuvent participer au processus d'élaboration du programme. Mais en l'occurrence, l'institution étant nouvelle, pour l'instant, nous avons dû travailler avec ceux qui étaient passés par les collèges nationaux, qui donc, eux aussi, ont eu leur mot à dire sur le développement des programmes à venir. Merci. J'ai encore une question à vous transmettre à Alfred Chilala et ensuite au responsable du Kenya. La question qui s'adresse à Alfred est comment enseigne-t-on l'innovation aux enseignants? Et merci pour une excellente présentation. Comment peut-on enseigner aux enseignants à innover? Oui? Oui, Alfred. Vous m'entendez? Pouvez-vous me reposer la question? La question est, comment est-ce que l'on enseigne dans le cadre de la formation des enseignants, comment est-ce que l'on enseigne l'innovation? Merci beaucoup. Comment peut-on enseigner aux enseignants à innover? Il faut assumer un rôle proactif. On ne peut pas apprendre, ne peut pas rester passif et attendre que l'enseignement vienne exclusivement de l'extérieur. Il faut pouvoir inventer des choses qui vont vous servir en classe et vous aider à enseigner. En tant qu'enseignant en formation, on est encouragé à innover, on est encouragé à faire preuve de créativité, à trouver des éléments concrets que les apprenants peuvent manipuler. La créativité est tout à fait encouragée. Merci beaucoup, Alfred, pour cette réponse. Maintenant, je voulais donner à M. Madenga une opportunité de répondre à une question qui est dans le chat et je vous donne la parole. Oui, je voulais demander à l'intervenante de l'Ouganda, je voulais en savoir plus sur le CPD. Elle nous a expliqué comment les enseignants en Ouganda on voit financer leur programme. Mais qui sont les prestataires? Qui est-ce qui développe le programme du CPD? Et j'ai une deuxième question qui est adressée à la Zambie. Je voudrais qu'un enseignant nous explique comment le système de mentorat fonctionne. Parce qu'au Kenya, nous avons un mentor qui vient de l'extérieur. Comment est-il possible de mélanger les deux, c'est-à-dire d'enseigner en cours et d'être soi-même le mentor de quelqu'un d'autre? Merci beaucoup. Je vous donne la parole pour la réponse. Oui, ce seront les dernières questions, car c'est très intéressant, mais malheureusement, nous n'aurons pas le temps d'aller plus loin. Je donne la parole aux intervenants. Merci encore une fois pour cette question. Alors, la question
de la CPD. Ce que j'ai présenté est en grande partie en cours de préparation. Une grande partie n'est pas encore mise en œuvre. Le CPD est organisé par différentes entités et partenaires de développement, mais nous prévoyons que lorsque le Conseil national des enseignants est en place avec l'unité, nous verrons la centralisation des CPD. Pour l'instant, nous avons déjà un cadre pour les CPD et lorsque nous aurons coordonné l'ensemble, chacun saura quels sont les CPD disponibles. Ce sera à différents niveaux. Il y aura la CPD au niveau de l'école et au niveau régional. Et ces crédits vous donneront donc des points qui vous permettront d'obtenir votre réagrément en tant qu'enseignant. Les besoins en CPD dépendent de l'entité, de l'enseignant, etc. Donc, ce sont des choses qui sont évolutives. Donc, tout cela sera pris en compte, mais il existe déjà un cadre pour la prise en compte de ces crédits. Merci. Et je crois que la question suivante s'adressait à Alfred. Oui. Alors, Alfred, en 30 secondes, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Pour répondre à la question de la gestion d'une classe tout en assurant un mentorat pour quelqu'un d'autre, en fait, nous avons des réunions en début de formation qui sont intégrées dans notre plan et où nous pouvons intégrer des sujets dont nous voulons discuter avec les enseignants. Après quelques-unes de ces réunions, les enseignants peuvent retourner dans leurs écoles et c'est ainsi qu'ils peuvent à la fois faire du mentorat parce qu'ils participent à la planification et ils enseignent le reste de l'année. C'est en effet très difficile de trouver le temps d'assumer un mentorat et de s'occuper de sa classe. Donc, c'est une question de planification. C'est très important. Merci. Yvonne, je vous en prie. Vous pouvez faire la conclusion. Merci. Je pense que ceci nous amène à la fin de notre session. Je désire exprimer toute mon appréciation aux organisateurs, à l'UNESCO et aux différents gouvernements et présentateurs. Merci beaucoup à M. Saliou qui est sur le terrain. Nous avons beaucoup apprécié vos efforts et votre travail et Myriam qui vous assiste. Merci également à tous les participants qui nous ont rejoints pour cette session parallèle. Nous avons apprécié votre présence et nous espérons que nous sortons de cette salle avec beaucoup d'informations utiles que nous allons ramener avec nous là d'où nous venons. J'ai listé quelques conclusions, mais je ne suis pas sûre d'avoir le temps de les partager avec vous. En tout cas, les systèmes éducatifs évoluent lorsque les gens des centres éducatifs commencent à innover et que cette innovation a un impact sur les résultats de leur formation. La qualité de l'enseignement en dépend et la réforme nécessite les efforts de tous les partenaires et la clarté des politiques pour faciliter la mise en œuvre de la réforme. Voilà, je vous remercie. Nous avons apprécié votre présence et nous nous réjouissons de vous retrouver dans les temps qui viennent. Je vais vous laisser. Salut, c'est vous certainement qui allez maîtriser notre retour à la plénière. Merci beaucoup Yvonne pour ces paroles pleines de sagesse. À mon tour, je voudrais remercier tous les intervenants et tous les participants. Je pense que tous ont mérité de chaleureux applaudissements. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Maram a quelques informations à nous donner sur... pas Marianne, Maram. Merci à tous. Je crois qu'il y a d'abord une pause café. Après quoi, il y aura une nouvelle session. Nous vous tiendrons au courant.